Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le climat sociopolitique au Bénin, pour certains, semble bien compromis à quelques saisons des élections générales de 2026, même si pour d'autres, tout va bien. Il faut insister sur la nécessité de dialoguer pour détendre la lourde ambiance qui prévaut, recommande plus d'un. Mais en attendant de s'entendre, les affaires sociopolitiques s'enchaînent dans la République et il faut donner de la voix. Mon invité ce jour est Léon Komlan Arossi, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin, troisième vice-président du parti politique Les Démocrates. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien et je vous remercie de m'accueillir dans votre si belle maison. C'est un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, depuis le temps, je crois qu'en 2023, je vous avais reçu pour une petite émission. Oui, madame, c'est vrai, vous m'aviez reçu, on a échangé un peu, et puis après ça, oui, j'ai eu quelques ennuis de santé et j'ai été pratiquement absent de la scène. Oui. Je profite pour remercier tous ceux qui sont venus à mes cheveux, les députés, bon, de l'opposition, n'en parlons plus, ils étaient là tout le temps, le président Boniaï. Mais nous avons ouï dire que le président Patrice Talon s'était aussi inquiété pour vous. Mais c'est vrai, je dois le témoigner, je me dois honnêtement de le dire. Le président de l'Assemblée, qui était souvent à mes cheveux, m'a souvent passé ses messages. Et ça m'a reconforté, ça m'a guéri à un certain pourcentage de savoir qu'au-delà de nos divergences politiques, la République continue de tourner. Ça, c'est le meilleur souvenir que j'ai gardé de ces moments-là. Mais c'est derrière nous, la lutte politique a repris. Alors, Léon Komlan Arossi, plusieurs de vos positions ont quand même fait polémique et puisqu'en ce moment à l'Assemblée vous êtes, je crois aussi, en travaux budgétaires, je veux volontiers revenir sur le vote du budget 2024. Voilà. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Et avec du recul, ce choix de vote non politicien n'est-il pas incohérent avec la discipline de groupe? Oui, merci madame. J'avais voulu ne plus en parler, mais je n'aime pas me dérober aux faits réels. Vous savez, nous sommes mal pris pour le vote du budget de 2024. Nous avons accompagné le gouvernement dans les travaux budgétaires. Vous, le parti Les Démocrates? Tous les démocrates, tout le monde, okay. Tous les 109 députés. Et la première étape décisive était le vote du rapport général. Nous l'avons voté. Et nous avons introduit des amendements qui ont été acceptés. C'est la veille pratiquement qu'on prend la décision qu'il ne fallait pas voter. Je ne suis pas souvent en harmonie avec ce genre de choses. J'ai appelé le président du parti, je lui ai dit mon opinion, on a échangé un peu. Et puis, j'ai fait ce que j'avais, ma conscience me demandait de faire. C'est tout, c'est tout. Je ne suis pas parti de l'opposition, j'y suis bien ancré. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut... Les démarches se préparent. Alors, la conclusion pour moi, c'était de voter. C'était voter. Et j'ai voté, je suis retourné tranquillement dans mon camp. Est-ce que ça ne justifie pas les suspicions qui existent aujourd'hui sur vos prétendus rapprochements avec... Non, moi, je tiens très peu compte des suspicions. J'ai une façon de voir les choses. J'ai ma conscience. Le jour où il me plaira de ne plus être démocrate, j'irai discuter avec les miens, je leur dirai. Mais je ne sais pas me cacher pour faire. Rassurez, non, ça ne risque pas d'arriver. Non, ça pourrait devenir UP ou BR ou moi. Non. Comme dirait, je ne sais pas si c'est La Fontaine, je dirais plutôt mourir que souffrir. Ce serait ma devise. Non, je n'irai pas par les choses que je vois, qui se gâtent, qui s'embrouillent tous les jours. Ça ne donne l'envie à personne de s'approcher de l'enfer. Ah, c'est l'enfer. Ah, bien sûr. Alors, Léon Komlan Arossi, les travaux budgétaires actuellement à l'Assemblée vont bon train. Et j'ai ouï dire que vous avez particulièrement été très dur, sinon très rude, avec plusieurs ministres du gouvernement. Est-ce
encore une fois, une parade pour taire les critiques sur les supposées suspicions et tout, sur vos rapprochements où il y avait vraiment motif à user de rigidité ou de rigueur avec les ministres du gouvernement. Merci, madame. Oui. Certains ont trouvé que j'ai été plutôt tendre avec d'autres ministres. C'est-à-dire, ma vision de la politique, c'est pas de tirer tout le temps sur ce que fait la mouvance. Quand il y en a qui font bien, moi je le dis. Mais quand il y en a qui font mal, je ne leur fais pas de cadeau. J'ai été très dur avec le ministre de la Santé parce que j'ai suivi une émission sur Crystal News où la présidente de l'ordre des médecins dentistes, l'ordre suspendu, a dit des choses extrêmement graves. Ça ne se dit pas, ça ne se fait pas, ça ne se pense pas dans une république. Des médecins, jeunes médecins dentistes sont rentrés du Sénégal qui visiblement veulent travailler dans le public et le privé. Or, vous savez, madame, que le chef de l'État a été clair là-dessus. Et sur ça, moi, je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu. On ne peut pas travailler dans le privé et le public parce que ça n'était pas bon. Seulement qu'il fallait un peu aménager ça. Donc, le ministre a dit en séance, devant les médecins de l'ordre, devant ces jeunes, que ce sont ces poulains. Et que de ce point de vue, ils peuvent exercer... Mais c'est ce que la dame a dit. Mais la dame a dit ça sur les médias. On ne peut pas inventer sur les médias. La première chose. La seconde chose, lorsque le journaliste a écouté d'abord la dame, il a écrit au ministre de la Santé d'envoyer quelqu'un pour contredire. Ils ont reçu la lettre. Moi, j'ai eu copie de la lettre avec accusé de réception. Ils ne sont pas venus. Bon, ça laisse penser que ce que la dame est venue dire, elle a dit de bonne foi. Et puis c'était pas ça. Il y a une Camerounaise qui s'est mariée à un naturalisé béninois qui a installé un cabinet. Le contrôle, le travail de l'ordre, c'est de contrôler un peu pour voir, pour protéger notre santé. Il se fait que le dossier de cette dame n'était pas très bon. Le ministre leur dit devant la dame, madame, si l'ordre ne vous accepte pas, moi je prendrai un arrêté pour vous. Est-ce que quand vous avez confronté le ministre face à ces propos-là, est-ce qu'il les a reconnus? Il a bégayé. Il a bégayé. Mais le bégaiement n'est pas un aveu? Ah non. Il n'a pas contesté, il a bégayé. Je dis les choses avec précision. Il a juste dit, la dame a été un menteur. J'ai écouté le journaliste. Le journaliste a dit, c'était un débat, c'est retransmis sur WhatsApp. Et jusque-là, ils ne sont pas venus pour dire ce que la dame a dit là, on réplique. Non, le journaliste leur a demandé, si vous voulez répliquer, moi je suis là, venez. Ils ne sont jamais allés. La seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est de traduire le journaliste devant la HAC. Parce que la HAC, jusque-là, est un instrument pour abattre la presse libre et indépendante. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Moi, je n'ai pas... On me reprocherait de ne pas vous reprendre déçu, monsieur Komlar aussi. La HAC, c'est une instance de régulation. Non, c'était sa vocation. Moi, je dis les choses comme je les observe et comme beaucoup de Béninois l'observent. Mais j'ai lu les motifs qui ont conduit nos pères de la conférence nationale à créer la HAC. C'est pour réguler, c'est pour protéger la liberté d'expression. Vous imaginez que SICA, tous les fonctionnaires de SICA, là, ils sont dans la rue. Tous les fonctionnaires de Soleil FM sont dans la rue. De Golf TV aussi. Golf TV, pareil. Et puis là où c'est grave, c'est la télévision de Golf TV qui aurait péché en parlant mal d'un chef d'État étranger. Mais M. Edouard Loko était devant vous la dernière fois. Mais non, Edouard Loko, j'avoue qu'il est dans de bonnes dispositions. Je lui prête la bonne foi. Il était devant nous, je n'ai pas manqué de lui dire ces choses-là. Mais il a déjà posé des actes, de mon point de vue, qui font que ça va se décrisper un peu. Et puis je lui ai dit, il était chef de mission du chef de l'État, chargé de mission du chef de l'État. Albe l'a choisi
il ne connaît plus le chef de l'État. Et puis, il est journaliste. Si la presse dérape aujourd'hui, c'est la faute des premiers journalistes. Enfin, moi, je l'ai trouvé très réceptif. Et je vais être derrière lui parce que je suis très teigneux. Je vais être derrière lui, je vais lui rappeler les choses. Et puis, donc, c'est ce ministre-là surtout que j'ai tensé. Je l'ai tensé très fort. J'ai tensé très fort. Et bon, il m'a appelé après en privé. C'est pas ça l'essentiel. C'est chacun, vous savez, le ministère... Mais il ne vous a pas convaincu Pas du tout. Il ne peut pas convaincre. Il ne peut pas convaincre. Et puis, je tais le nom d'un de ces cadres qui m'a appelé pour me dire « Oh, le ministre, s'il avait eu une petite formation politique, il se comporterait mieux. » Alors, j'ai dit la dernière fois, il faut qu'on insère dans nos règles que pour avoir ces hautes responsabilités, il faut avoir été au moins directeur de cabinet, secrétaire général du ministère, député. Mais parce que quand on tombe du ciel des nuits pour venir là, ça ne se passe pas bien. Bref, c'est lui que j'ai le plus critiqué. Mais le ministre de l'Intérieur, oui. Je ne l'ai pas tellement critiqué. Mais pourquoi? Parce que là, nous sommes en plein scénario de bavure policière. Mais on n'a pas manqué d'en parler. Okay. Et la position qu'il a prise m'a reconforté. Laquelle position? Les sanctions, il nous a dit qu'il y a des gens qui sont en prison, des gens qui vont être radiés. Je crois que ça ramène un peu l'ordre au sein de la police. Et il n'est pas complice. On sent qu'il n'est pas complice. Mais est-ce que vous savez que, en tant que législateur, est-ce que vous savez que la bavure n'induit pas des sanctions pénales et que ça ne vaut que pour faute professionnelle grave? Pendant qu'on tue des individus, on dit qu'il n'y a pas de sanction pénale. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être revoir également ça à l'Assemblée nationale? Ça, je ne savais pas, mais vous me donnez l'occasion d'en parler avec mes collègues. Parce que, mais il y en a qui sont radiés là, je ne sais pas. Bon, on est dans un état où il y a une histoire qui s'appelle Criette qui fait comme elle veut. Moi, je ne sais pas, mais il nous a dit qu'il y en a de radiés, il y en a qui sont actuellement en prison, il y en a actuellement qui sont en instruction. C'est déjà un peu réconfortant. J'ai trouvé que il faut lui faire... il faut lui accorder la bonne foi. Mais ça ne ramène pas à vie non, les personnes, les citoyens qui sont morts. Malheureusement aussi, on ne peut pas tuer les autres parce qu'ils ont tué. La peine de mort n'existant pas. S'ils attrapent 30 ans de prison perpétuité, je crois que ça va... Est-ce que l'Assemblée nationale ne devrait pas davantage durcir sa position par rapport à ce fait? Parce que c'est ça qui crée des crises sociales. Je suis d'accord avec vous, madame. Je suis d'accord avec vous. Donc j'aurais aimé que vous soyez plus dur avec le ministre de l'Intérieur. Ah oui, non. Déjà, le peu que j'ai fait, l'écho est parti partout que je suis dur. Mais ça ne me décourage pas, je continuerai. Alors, j'ai parlé aussi, j'ai été un peu légèrement dur avec le ministre de la Justice, non pas par rapport à lui-même, parce que moi je trouve, pour avoir observé ce qui se passait avant lui, je trouve qu'il se défend bien. Je trouve qu'il est en train de donner un visage au ministère. Je trouve qu'il est en train de faire de grandes réformes. Ce qui se passait avant lui dans le régime de... Le même régime, dans le même régime. Sous M. Séverin Quenop. Oui, c'était pas très bien. Parce que Séverin Quenop, c'est mon frère du village. Mais il se passait quoi? Mais non, les choses n'étaient pas très respectées. Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous appelez les choses? Oh, les procédures. Je vais vous donner un exemple. Okay. Malheureusement, je serai encore devant le tribunal de Lokossa dans les prochains jours. Un dossier de diffamation que j'ai initié depuis 22e mois. Bon, ça piétine. Après, j'ai appris dans les coulisses que l'intéressé est allé demander le secours du ministre. Mais je ne vois de quel ministre? Celui qui est parti. Okay. Je ne vois pas le ministre de Tchénou faire ça. Je ne le vois pas faire parce que j'ai la faiblesse d'avoir été élève de son père, le professeur de Tchénou, qui pour moi est un modèle. Et puis pour avoir suivi un peu ses pas en politique. C'est un homme rigoureux qui n'aime vraiment pas l'injustice. Il faut partir du principe que la transmission... Et je voyais ce jeune homme à côté collé à son père. Donc je crois que, vous savez comme on dit dans la vie, c'est votre nom ouvre les portes à vos progénitures.
Et je crois qu'il fait bien, il fait bien. Et puis, je ne manque pas de lui dire, je l'appelle, de lui envoyer des messages. Monsieur le ministre, là, j'ai des doutes là-dessus. Puis, on parle. Et la politique, c'est pas de ne pas parler à ceux qui ne sont pas dans votre camp. Moi, je ne suis pas de cet avis. Parce que l'autre est avec talon, moi, je ne suis pas là-bas, je dois lui garder... Non, au finish, c'est la République. C'est la République. Donc, je lui ai parlé. J'ai parlé du greffier en chef de la première chambre de la cour de répression, la Criette. Qu'est-ce qu'il vous a fait? J'ai envoyé légaliser des choses. Il a pris les sous sans me donner mes reçus. Il a pris les sous sans me donner mes reçus. Et j'ai écrit au président de la première chambre pour dire, mais j'ai envoyé faire des légalisations, j'ai payé, je n'ai pas eu les reçus. Lui, il ne m'a pas répondu. Il a envoyé la lettre au greffier, qui m'a très mal répondu. Bon, je profite pour dire au président de la première chambre qu'en dehors de ce qu'il est magistrat, il est à la tête d'une administration et que ça lui impose de répondre à un courrier. Il ne vous a pas répondu parce que vous pensez qu'il a méprisé Léon Comelon à Rossi en tant que vice-président de l'Assemblée nationale. Il m'a méprisé en tant qu'opposant. Ça, il ne l'aurait pas fait à un mouvancier. Bon, puis je dis, il n'est pas là seulement pour fabriquer des terroristes. Il n'est pas là seulement pour fabriquer des terroristes. Pourquoi vous parlez de fabrication de terroristes? Oh, les terroristes sont dans le Nord. Les terroristes sont dans le Nord. Les gens qui, parce qu'ils ont sorti 15 millions pour faire la campagne, on dit c'est des terroristes, financement du terrorisme. Bon. Et puis, madame, oui. Dans la vie, il ne faut pas se coucher devant le tyran parce qu'on veut le bonheur. Il ne faut pas se coucher devant un tyran parce qu'on veut. Quand le tyran aura fini, c'est un peu l'esprit de Machiavel. Machiavel était fin calculateur et puis un tyran. Il faut soi-même se donner un peu d'indépendance par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on a pris. Parce que les choses qui se passent, on a peur parce qu'on vous donne beaucoup d'avantages. Non, ça nous revient en face au soir de notre vie. Ça nous revient en face au soir de notre vie. C'est pourquoi j'appelle ces jeunes-là à plus de circonspection. Ils n'avaient pas le droit de ne pas me répondre. Et le greffier en chef, en me répondant, a fait un cours oiseux sur les valeurs inactives. Le timbre, ceci. Je l'ai regardé. J'ai dit, Père, pardonnez-lui. Il ne sait même pas ce qu'il raconte. Et il me dit que la quittance n'a pas été délivrée parce qu'il y avait instabilité de connexion. Mais c'est possible. Manque de peau pour lui. Il a été contredit par la caissière. Ah. La caissière il me transmet la réponse de la caissière qui dit le guichet était fermé. Bon, vous voyez des choses comme ça. Et j'ai voulu déposer une plainte contre lui parce que c'est une infraction économique. À la BEF? Non, je voulais déposer ça à la Criette. La Criette peut demander à la BEF d'instruire. Moi, je voulais déposer. Je sais que le juge, le fameux juge de première chambre, va classer ça sans suite. Ou le procureur. Non, ne faites pas des amalgames. Non, je connais, je sais de quoi je parle. Non, mais madame. Vous savez de quoi vous parlez, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours évident. Madame, j'ai demandé mes quittances, on ne me les a pas données. Je suis allé déposer, le jour où j'ai déposé ma lettre, vers 16h, la quittance a été éditée vers 17h. Ça veut dire que dans leur esprit, il ne fallait même pas. Et c'est édité avec faute de nom. Bon, bref. J'ai voulu déposer une plainte, le ministre m'a dit non, il est en train, le dossier lui est parvenu cher. Et quand il était devant vous lui avez raconté? Je lui ai dit ça, je lui ai dit au ministre. Mais c'est... À l'Assemblée? À l'Assemblée, travaux budgétaires, non okay. À l'Assemblée. Mais comme c'est un monsieur à qui je prête la bonne foi parce que tout ce qu'il fait jusque-là, moi, j'adhère, je lui ai dit, bon, je laisse tomber ma plainte. Voilà. Mais ce n'est pas des choses. Les taxes sont déjà trop. Les taxes que nous fait payer sont déjà trop. Il faut que ça aille dans les caisses du Trésor. Il faut que ça aille dans les caisses du Trésor. Donc voilà, c'est les 3 dossiers. Et puis après, j'ai parlé un peu aussi de la décentralisation. Gouvernance locale. Oui, j'ai écrit au maire de Porto-Novo pour dire changer le nom du stade Charles de Gaulle. Mais ce n'est pas une décision qui peut prendre
tout seul? Non, j'ai déjà discuté avec le ministre du Sport. Okay. On m'a expliqué que ça relève de la municipalité. Okay. Je lui ai écrit. Et puis tout le monde sait que De Gaulle est un génocidaire. Tout le monde le sait. De Gaulle, ce n'est pas une figure de notre histoire, une bonne figure. Je lui ai écrit, il ne m'a jamais répondu. J'ai écrit au tout-puissant maire de Cotonou. Pourquoi ce qualificatif? Oh, vous voyez, il est très puissant, hein. Président de fondation, je ne sais pas. Il m'a pas, lui ne répond même pas au courrier. Quand on est bien avec le pape, on se fout de l'évêque. Donc, il ne répond même pas au courrier qu'on lui adresse. Je lui ai écrit pour dire René Pleven, c'est une figure noire de l'histoire de notre pays. Et puis, on a des gens qui peuvent porter les noms. Porte-Novo, il y a Akpiti. Il y a même le président Humbegi. En Côte d'Ivoire, on a une université Alassane Ouattara, on a pont Alassane Ouattara. Mais Humbegi, c'est une figure de notre histoire politique. Oui. À Cotonou, à Omadegbe, Zinsou. Moi, je suis de l'opposition. Peut-être un jour, si je passe dans la mouvance, on pourra tenir compte de mes points de vue. Mais je crois que pour l'histoire de notre pays, on a besoin de commencer à corriger. Il en a parlé au ministre de la décentralisation. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit qu'il va voir avec eux. Il a dit qu'il va. Non, lui aussi, c'est un ministre très ouvert, très... On collabore très bien. Mais sans vouloir changer de sujet, est-ce qu'il a été interpellé sur le mode de désignation des... Parce que ça relève de la gouvernance locale. Le mode de désignation des chefs de quartier, de village, qui fait débat actuellement. Oui, on en a fait allusion à ça. OK. Qu'est-ce qu'il a répondu? On a fait allusion à ça. Mais il a eu beau jeu de nous dire la loi est venue de l'Assemblée. Il a eu beau jeu de dire, même s'il connaît les tenants et les aboutissants. Et puis bon, on s'habitue, hein. Le maire de Port-Nouveau, je ne sais pas si c'est le Port-Nouveau qui l'a désigné. On a empêché le PRD d'aller aux élections et puis on est venu leur donner un chef de circonscription urbaine qui est le maire de Port-Nouveau. Bon, le maire de Cotonou même, qu'il connaît dans Cotonou. On est allé le chercher dans son boycon. On est venu le mettre ici. On a empêché ceux qui pouvaient l'empêcher d'être élu. Bon, il est devenu maire. Pendant que le brave d'Almeida, qui est maire de Boycon, se bat, il trouve des choses, il veut en parler, on lui dit n'en parle pas. Ici... Qu'est-ce que vous en savez? Oh, mon vieux, le pays... Madame, je suis d'une génération qui a déjà traversé des décennies. Hein. Et puis... le pays, on est dans le pays. Je suis bientôt à 20 ans de retraite. Vous voyez que c'est pas, je ne suis pas un jeune. Bon, mais le pauvre d'Almeida Rufino, un avocat bien que je connaissais, je ne sais pas pourquoi il va se foutre dans cette galère. Bon, mais peut-être pas l'amour du pays. Pour l'amour du pays, il est là. Peut-être que vous devriez penser revoir ces lois-là. Non, tant que nous n'aurons pas la majorité, nous ne pourrons pas. Parce que nos collègues qui sont là, ils obéissent au claquement de doigts. Ils ne peuvent pas. Mais en privé, ils nous font des confidences. Mais moi, je ne peux pas m'engager dans ça. Je ne peux pas. Nous allons rester à l'Assemblée nationale pour parler, pour aborder la question du code électoral, dont l'opposition appelle à la relecture, mais en vain jusque-là. Qu'est-ce qui se dit en petit comité à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui se fait? Bon, je dois vous dire que ce n'est pas l'opposition seule qui appelle à la relecture. Vous avez suivi le clergé, vous avez suivi la société civile. La loi, c'est ce qui est bon pour la société. Ce qui est bon pour la société, pas pour un temps T, mais pour la suite. La société a besoin de se donner des règles pour évoluer. Et quand vous regardez cette loi, c'est un peu l'esprit de celui qui a initié ça, c'est de conduire à une assemblée monocolore en 2026. Parce que nous, de l'opposition, on nous exige les 20%. Vous signez forfait déjà? Non. Alors? Non, attendez, madame, j'en viens. On nous exige les 20% parce qu'on sait que nous sommes entourés de maillons faibles. Vous avez vu le schéma de 2023. Il n'y a eu que les démocrates. Les autres,
peuvent se contenter de 10%. C'est-à-dire, à un moment donné, si ils sont embarrassés, ils font addition pour avoir 20%. Or, quand je dis les autres, je parle de BR et de UP. Donc, ce n'est pas des choses bien. Quand vous profitez du nombre, vous profitez de la puissance pour écraser les autres, c'est ça qui amène que les gens sortent de la légalité. Mais il y a d'autres partis qui existent au niveau de la mouvance, de l'opposition. Lesquels? Mouvement populaire de libération, Restaurer l'espoir, Nouvelle Force nationale, Grande solidarité républicaine, pour ne citer que ceux-là. Oui, madame, merci. Merci. Parmi ces forces, il y en a qui sont dans la plateforme de l'opposition. Il y a des partis que je respecte beaucoup, Restaurer l'espoir, par exemple, mais qui est très critique. Je ne suis pas sûr qu'ils viennent avec la plateforme. Mais pourtant, c'est un parti qui n'est pas né hier. Et son président a une vitalité enviable. Bon, mais donc, et puis je vous ai dit de regarder le schéma de 2023. Ces partis-là, malgré leur volonté, je ne retrouve pas trop leur ancrage. Peut-être qu'on va y travailler. Mais nous travaillerons pour renforcer notre ancrage. Si eux aussi renforcent le leur, ça va être bon. Sinon, objectivement, c'est BRUP réuni contre LD. Mais vous êtes fataliste? Pas du tout. Je suis réaliste. Pas du tout fataliste. Je suis réaliste. Et nos collègues de MPL, Génération Aïvo, GSF, ils ont mis leurs militants à notre disposition en 2023. Ils n'ont pas été aux élections. Ils ont mis leur, à part MPL, je crois, qui est allé. Ça veut dire qu'on se retrouvera LD, multiforme, mais il nous faudra les 20%. Or, et les collègues de la mouvance nous le disent aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont peur. Parce que je ne vois pas le président Boni Yayi aller s'asseoir dans la 8e et leur permettre d'avoir 20%. Ils peuvent sauter, ils peuvent tricher, ils n'auront pas les 20%. Et nous sommes prêts à abandonner nos circonscriptions pour aller en renfort à la 8e. Une seule circonscription tombe et toute la liste tombe. Ça ne conduit pas une société de telles règles. Donc, vous voyez, le code, les délais... On va déposer les candidatures. On dépose les candidatures. À 50 jours. 50 jours. Il y a des trucs de 80 jours. Non. On n'a pas besoin de ça. Les pères fondateurs, je pense au feu professeur Albert Teboigre qui avait crié à la fin de son rapport général que nous avons vaincu la fatalité. Je me demande aujourd'hui si la fatalité n'est pas de retour. Je me le demande. Mais c'est pour ça que je vous posais la question de savoir quelles sont les négociations que vous faites au niveau de l'Assemblée, parce que tout partira de là, qu'on le veuille ou non. Non, à l'Assemblée, vous savez que les deux partis, Bloc républicain et UPR, sont créés par le chef de l'État. Ça, des gens refusent d'y croire. Bon, c'est quand il dit que ça se passe. C'est quand il dit que ça se passe. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a fait une confidence. Ils ont ouvert le débat à une réunion. Il a un peu trop parlé. Après, on l'a appelé pour lui dire, c'est pas comme ça qu'on parle ici. Hein. C'est pas comme ça qu'on parle ici. Bon. Donc, ils sont les plus nombreux. Ils sont les plus nombreux par la force des choses, parce qu'ils contrôlent la Cour constitutionnelle, ils contrôlent la Sénat, ils sont les plus nombreux. Ce n'est pas forcément le résultat des urnes. Mais nous sommes dans une démocratie du nombre. Et c'est eux qui ont fait. Le jour où leur patron leur dira arranger ça, ils vont arranger. Mais moi, je crois qu'il faut, pour l'avenir du pays, pour eux-mêmes, il faut qu'on arrête. Parce qu'on va droit vers une impasse. Oui. On va droit vers une impasse. Vous le réalisez à l'Assemblée nationale? Mais ils nous le disent, on se parle. Je dis que c'est pas étanche, on se parle.
On se parle, il y en a qui sont inquiets, très inquiets. Et jusque-là, l'Assemblée nationale ne peut pas trouver une solution politique? Non. Le président de l'Assemblée est placé par le chef de l'État. Ce n'est pas particulier au président Talon. Généralement, les chefs d'État placent le président de l'Assemblée pour avoir des coups de frein. Vous avez vu au Sénégal, quand ça a commencé à se compliquer, ils ont dissous l'Assemblée. Maintenant, ils vont placer qui ils veulent comme président, tout ça. C'est comme ça que ça se passe. Et tant que le président de l'Assemblée n'a pas l'esprit un peu aéré pour dire, bon, ça, le patron a dit, je vais aller discuter avec lui pour voir si on peut... Ça reste comme ça. Mais je trouve votre réalisme un peu engoncé dans du fatalisme. Je me dis, mais est-ce que vous ne devriez pas faire un peu plus que ce que vous faites, vous, Parti des démocrates à l'Assemblée, pour, à minima, obtenir une collaboration et convaincre par derrière le chef de l'État, Patrice Talon? Oui, madame. Je vais vous donner un tout petit exemple. Au lendemain de l'installation de la 9e législature, nous avons déposé une proposition de loi d'amnistie pour sortir Mme Rekia et le professeur Aïvo de là. Ils n'ont jamais évoqué ça. Et le chef de l'État a dit publiquement que même si c'est voté, lui ne va pas promulguer. Donc, ce n'est pas qu'on ne fait pas. On discute. Et parfois, quand on ne s'entend pas, bon, on marque notre mécontentement. Vous avez vu le rapport du président de l'Assemblée la dernière fois. Bon, c'est vrai, il y a des raisons de rejeter, mais il y avait des raisons d'être plus tolérant. Mais on discute. Quand c'est toujours le même qui tire profit de la discussion, parfois l'opposition tape du poing sur la table. Ce n'est pas qu'on ne discute pas, on cherche. En tant qu'acteur politique, si en 2026, on réalise tous qu'on est dans une impasse politique, est-ce que vous avez déjà fait les projections? Non, les autres font les projections à notre place. Les autres, ils ont dit la Cour constitutionnelle va... quelle est l'expression? Va aviser. Oh, vous savez ce que c'est que la Cour constitutionnelle, vous savez. Est-ce que la Cour constitutionnelle est une institution? Je sais. L'Assemblée est une institution. La présidence est une institution. Mais le dernier quitus total que la Cour a donné au code électoral, ça a choqué plus d'un. Le professeur de Dorothée Sosa est un brillant intellectuel. Et quand j'ai suivi un peu son parcours à l'international, j'ai dit c'est un gros gain pour le pays. Bon, je n'ai pas compris pourquoi il affiche des faiblesses rentrées au pays. Ça, je le dis, ça me gêne. Parce que c'est un intellectuel, un technicien, un juriste redoutable. Est-ce que ça n'en dit pas long sur la qualité d'homme politique qu'on a, finalement? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Mais lui, avec son niveau, il est en train de toiser le ciel. Il n'avait pas à se préoccuper de politique. Il n'avait pas à se préoccuper de politique. C'est un cadeau de la nature pour le Bénin. Bon. Alors, enfin, la Cour suprême, je voulais la féliciter parce qu'elle aussi fait des efforts. La Cour suprême fait des... Parce que, vous savez, je fouine mon nez dans beaucoup de choses. Et j'ai vu qu'à la Cour suprême, ça va. Et puis, la chance que la Cour suprême a, c'est d'avoir un président qui a passé presque toute sa carrière là et qui connaît la maison. Donc, il fait des réformes, il fait des choses bien. On n'est pas du même bord politique, mais je me dois de le souligner. Ça, c'est mon habitude. Léon aussi, si à l'Assemblée nationale, le Parti des démocrates est déjà un peu trop réaliste et c'est déjà à base des projections que fait la mouvance ce qui va se passer, pourquoi avoir pensé un cadre de l'opposition? Finalement, c'est pour rien. Non, le cadre de l'opposition, il faut essayer toutes les formules. Mais la mouvance aussi est en train de créer le cadre là. Je ne sais pas, c'est pas sur les réseaux sociaux. Il faut essayer tout ce qui peut amener à regrouper. Il faut tout amener. Bon, et puis, on n'est pas résigné. Hein. Nous partons prendre le pouvoir.
En 2026. 2026, pardon, madame. Pour prendre le pouvoir, hein, parce que nous avons du monde autour de nous. Nous avons plus de la majorité des électeurs autour de nous. C'est pour ça qu'on met tous les freins, on met tout pour nous empêcher. Mais nous nous battrons pour aller aux élections. Et nous prendrons le pouvoir. Surtout que le président Talon est en fin de mandat. Bon. C'est sur ça que vous comptez? Mais le peuple béninois pourrait voter pour la continuité du système de Patrice Talon. Continuer ce qui se passe là. Pourquoi pas? On aura le temps d'en discuter. Ce qui se passe là, où les gens ont du mal à manger une fois par jour, ça c'est une réalité. Hein. Moi, avec mes moyens, je suis fonctionnaire à la retraite, j'ai ma pension, j'ai ma prime de député, mais quand il m'arrive de regarder comment ça se passe, et combien de gens viennent frapper à ma porte, quand je vais au village, combien de gens viennent s'aligner, même pour acheter mes Nivaquine, pour acheter... Non. Enfin, la campagne va venir. Je ne veux pas commencer la campagne précoce. Et puis, je suis allé au tribunal de Ouidah pour prendre un acte, une décision de justice. Je profite pour féliciter la dame que j'ai rencontrée là, greffier en chef, qui m'a très bien accueilli, qui ne s'est pas soucié de savoir si c'était un opposant devant lui. Je profite pour saluer aussi la greffière en chef de la cour d'appel de Cotonou. Les femmes, finalement, les femmes se comportent mieux que les hommes, c'est dommage. Mais il y a une dame qui est venue pour retirer une décision, affaire de terrain. Elle n'a pas pu... Quand on a sorti la liste des taxes, elle est restée là, tenue sa tête. J'ai dû lui donner 5 000 francs. Les taxes sont trop. Ça exclut le pauvre, ça exclut la majorité. On fera le débat. Hein. Moi, je ferai le débat de façon claire, sans inventer, sans rien inventer. Et puis, je suis en train de lister mes choses. Pour 2026, je les liste. Mais vous n'avez pas à les lister individuellement, vous ne pensez pas? Non. Parce que finalement, c'est le reproche qui se fait à la plateforme au cadre de concertation. Il n'y a pas de programme. On ne sait pas quel est le programme, à part auditer, par exemple, le fichier électoral. Il y a un programme. Mais il y a un programme. Non. Parce que vous dites que vous allez à la conquête du pouvoir, que vous allez gagner. Vous voulez gagner sur la base de quoi? En disant que Patrice Talon a fini son mandat, c'est ça? Non, ça c'est un des atouts. Mais ce que je dis là, nous sommes tous en train de prendre des notes. Et bientôt, on va commencer à les mettre ensemble, à les potasser. Bientôt. Et vous avez vu, personne ne parle encore de son candidat. Hein. Ni, bon, on dit la réforme du système partisan, chaque parti va désigner. Vous croyez que BR et UP vont désigner chacun un candidat? Non. Nous désignerons. Mais si quelqu'un se hasarde à désigner au sein de ces partis-là maintenant, il va avoir le feu aux fesses. Il y a un ministre qui a essayé ça, mais il s'est retrouvé sur les carreaux. Hein. Quel ministre? Womeki. Il a commencé à dire que c'est beaucoup. Bon, il s'est retrouvé dehors et son calvaire continue. Donc, moi, je dis, le temps n'est pas encore passé. Le temps n'est pas perdu. On a lancé les réflexions. On va les regrouper. Mais moi, je me pose souvent une question. Si éventuellement vous gagnez, l'opposition gagne en 2026, c'est de façon sous-entendue Boni Yayi qui revient au pouvoir d'une certaine manière. Et quelle sera la nouveauté? Parce qu'on a déjà connu une gouvernance de non, Boni Yayi ne reviendra pas au pouvoir. Non, j'ai bien dit de façon sous-entendue. Oui. Il y a des courants internes à tous les partis. Tous les partis, sauf les partis qui ont des propriétaires. Mais il y a des courants internes à tous les partis. Moi, je ne me vois pas président et aller interroger le président Yayi sur ce que je vais faire. Non. Et c'est peut-être ce qui fait ma particularité. Et il y a aussi beaucoup de gens comme ça qui ne s'adossent sur personne. Moi, je suis adossé à mes électeurs. Et puis, je les félicite. Suivre quelqu'un pendant plus de 13 ans dans l'opposition,
on les éloigne de tout, on les écarte. Ils me suivent. Oui, mais justement, vous étiez opposé à Boni Yayi. Aujourd'hui, avec Boni Yayi, vous êtes opposé à Patrice Talon. C'est un vœu permanent ou inconditionnel pour l'opposition. Est-ce que c'est pour quel but? Non, je ne veux pas dire comme ce grand politicien, je ne veux plus faire l'opposition. Non, c'est les actes. C'est les actes qui, moi, m'amènent à faire mon choix. C'est pas autre chose. Lorsque je vois des gens qui vous ont entouré pour gagner le pouvoir, et puis après on donne un coup de pied dedans, l'autre fuit, l'autre est en prison, je ne peux pas vivre dans cette ambiance. J'ai été élevé par des parents de l'Église catholique romaine. Je ne peux pas vivre dans cette ambiance-là. Quand quelqu'un veut être candidat au présidentiel, il y a 1000 moyens de l'empêcher. Donc, c'est un principe pour vous que d'être opposant à chaque fois? Non. Okay. C'est un principe que d'être opposant quand la gouvernance n'est pas bonne. Quand je n'apprécie pas la gouvernance. Ça ne m'empêche pas de dialoguer Mais finalement, vous n'avez jamais apprécié une gouvernance. Mais quelle est la gouvernance qui vous... enfin, qui finalement va vous satisfaire? Non, vous voyez, si j'étais déjà politicien, j'aurais travaillé avec le président Soglo, même avec le président Kérékou. Parce que le président Kérékou était un homme très tolérant. Quand il avance et qu'il voit qu'il y a un obstacle, il freine. Mais on n'assiste pas à ça aujourd'hui. Mais vous parlez d'hommes d'une époque... oui, voilà. oui, est-ce mais que ça les idées sont... transcendent. Oui, les idées sont restées. Mais le président Yayi, j'ai commencé avec le président Yayi. Bon, il y a eu des heures, on ne s'est pas compris. J'ai dit, non, je ne peux pas suivre dans cette direction. Mais finalement, vous vous retrouvez encore avec lui. Est-ce que oui. Vous ne vous remettez pas en cause, enfin en question? Non, je ne me remets pas en question. Et on évite un danger que pour en courir un autre, a dit le prince de Machiavel. Oui. La prudence humaine consiste à éviter le pire. Et lorsqu'on se retrouve pour lutter contre le pire, moi, j'oublie ce qui s'est passé derrière. Et mieux, je vais vous dire, je n'ai jamais été FCBE. J'étais Union fait la Nation. Pendant les élections de 2016, l'Union fait la Nation a dit « Faites campagne pour tout le monde, sauf Yovo ». Mais moi, je suis allé faire campagne pour Yovo. Je suis allé faire campagne pour Lionel Zinsou. Les gens ont cru que j'étais FCBE. Ils sont venus me voir. Je ne suis pas dans votre équipe de campagne. J'ai mes raisons. C'est le président Émile Derlin Zinsou qui m'a mis le pied à l'étrier. Et lorsque sa famille a décidé de faire, j'avais des contraintes morales. J'ai fait. Et puis après, lui, le président Amoussou m'a récupéré. Et je vous dis au passage que je suis très heureux d'être à son école. Bon, je lui rends visite de temps en temps. Au président Amoussou? Oh oui, je suis souvent chez lui. Et je le dis aux gens de LD qui critiquent. Je dis non, la vie, ce n'est pas seulement LD, UP, BR, non. La vie, c'est tout autre chose. Est-ce que, je ne m'empêche pas d'y penser, est-ce que c'est, désolé pour la question, c'est parce que votre influence électorale ou votre base électorale n'est pas si grande que ça vous arrange bien d'être dans l'opposition et chaque fois pour vous assurer de vous faire élire parce que le peuple béninois étant plutôt toujours très opposant et tout? Est-ce qu'en termes de calcul, c'est ce qui vous arrange? Je crois que c'est mon argumentaire. Hein, parce que dans ma zone, il y a des régimistes tous les jours. Hein. Moi, je connais les gens qui sont UP, chaud, et qui ont commencé à faire OB. Depuis que l'affaire coup d'État a éclaté, ils ont disparu. Moi, je ne fais pas ça. Ils sont UP, et puis ils ont commencé à installer des cellules OB. Quand ça a pété, ils ont disparu. L'inconséquence de l'homme vous favorise pour peu que vous soyez objectif, pour que vous disiez la vérité. Moi, je combats. Mais j'ai qu'en 2019, l'opposition a été empêchée d'aller aux élections. Oui. Mais mes gars sont venus me voir, ils ont dit, si on se tait, on va disparaître. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Les 3/5 ont dit, nous voulons soutenir UP. J'ai dit, allez-y. Ça m'a coûté des critiques, mais moi,
Ça ne m'a rien dit. J'ai dit, allez-y. Ils ont dit, les gens de UP ne veulent pas nous donner des fonds de campagne. J'ai dit, faites votre budget. Je leur ai donné l'argent. Ils sont allés. Mais dès qu'on a eu l'opportunité en 2023, non seulement ils sont tous revenus, mais ils ont ramené encore d'autres personnes. Ça, c'est la réelle politique. Moi, je ne pouvais pas dire, moi, je ne vais pas aux élections, votre carrière s'arrête là. Non. Mais est-ce qu'en tant que leader, ça ne pose pas un problème? Aucun. Parce que, oui, je ne sais pas, mais lorsque, en tant que leader politique, donc je suis censé être écouté par une certaine base qui croit en mes idéaux et que je suis d'un courant X, comment se fait-il que c'est, ma base qui est censée suivre ce courant X préfère... en cas de, d'imbroglio, aller suivre le courant Y. Est-ce que ce n'est pas un échec pour vous? Est-ce que vous ne le ressentez pas comme un échec? Pas du tout, madame. Okay. Je ne sais pas, vous connaissez l'histoire de Curias et Horace? Non. Quand Rome et Albe se battaient pour avoir le contrôle, qui va être la capitale, on a désigné 3 Romains, les Horaces, 3 Romains, 3 Albin, les Curias. Okay. Et on a dit, les 3 vont se battre. Le camp qui emporte, c'est sa ville qui devient capitale. Et quand le combat a commencé, il y a 2 Horaces qui sont morts. 3 Curias blessés. Et les Curias ont pris la fuite parce que blessés. Le seul Horace solide a pourchassé et comme il n'était pas blessé au même moment, il les a rattrapés un à un, il les a tués tous. C'est comme ça que Rome est devenue la capitale. C'est pour vous dire qu'il y a des moments où on fait des replis tactiques. Moi, j'ai fait des replis tactiques qui ont porté leurs fruits. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je suis adossé à moi-même et à mes électeurs qui me comprennent. Je suis adossé à eux, ils me comprennent. Et mon argumentaire arrive à les convaincre. Donc, moi... Votre argumentaire, finalement, repose sur quoi? Je suis lucide. Sur quel principe, en fait? J'ai des principes et je suis lucide. Je suis lucide. Enfin, selon moi, je suis lucide parce que, vous savez, dans ma zone, dans mon fief, je n'ai pas beaucoup d'amis parmi les cadres. Ça, il faut le dire. J'en ai, mais je n'en ai pas beaucoup parce que quelqu'un dit, on m'a nommé DG, viens me soutenir. J'ai dit non, c'est pas ça. DG pour toi, c'est pas ça pour Atiémé, c'est pas ça pour Commun, c'est pas ça pour Grand Pot. Moi, je veux des trucs... Bon, bref, j'ai ma façon, ma lecture, et je suis heureux de dire que les gens me croient, ils me suivent, on fait notre chemin. Et je me prépare à passer la main d'ailleurs. Alors, toujours par rapport, une dernière, toujours par rapport à la plateforme de l'opposition, notamment le cadre de concertation. Aujourd'hui, le premier point à l'agenda du cadre de concertation, c'est l'audit du fichier électoral. Les premières semaines, sinon la première semaine a été marquée par les rencontres avec les partis politiques de la mouvance. L'UP a clairement dit que le fichier n'existe pas. Le BR, le Bloc républicain, a dit qu'il sent une envie de réviser la Constitution. Madame Prudencio, notamment par le parti Renaissance nationale, a dit qu'elle n'était pas informée de l'agenda, sauf Moël Bénet, qui apparemment s'est engagé à tout ce qui se fera pour un climat apaisé. Finalement, est-ce que vous avez osé mettre un point à l'agenda sans fondement juridique ou sans... Si on nous dit que le fichier électoral n'existe plus et que le président Patrice Talon avait demandé 1 an plus tôt que si vous voulez auditer le fichier électoral, je ferai tout en mon pouvoir pour vous faciliter la chose, et qu'aujourd'hui vous attendez 1 an après pour le faire, 1 an où le fichier électoral n'existe plus, est-ce que finalement ça ne ressemble pas
encore un peu plus à de l'impréparation. Mais pourquoi est-ce qu'on peut dire tout de go que le fichier n'est... La NIP est là. La NIP a le fichier. Si on n'en l'a plus à la Sénat, allons chercher à la NIP. Moi, je crois mais à la NIP, est-ce qu'on n'a pas plutôt une liste de personnes et non un fichier électoral? Bon, mais les documents qui ont été élaborés, on ne peut pas les avoir détruits, madame. Mais ça nous servira à quoi d'auditer un fichier électoral qui ne nous servira à rien? Non, on veut tirer la liste du fichier. Si c'est l'ancien fichier qui est disponible, on va tirer la liste. Moi, je crois plutôt... Mais comment on le remet à jour? Non, moi, je ne suis pas technicien. On a recruté des gens qui connaissent la chose. Moi, je crois que c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. De la part de qui? Des gars UP, BR, qui disent ce qu'ils disent là. C'est de l'hypocrisie. Parce que c'est les BR et UP, c'est les partis du chef de l'État. Ça, aucun doute là-dessus. Maintenant, le chef de l'État dit qu'il est d'accord pour la chose. Alors, moi, je ne sais pas si c'est lui-même qui passe derrière pour leur dire résister un peu. Et puis, l'opposition aurait pu y aller tout droit. On s'est dit, il faut que tout le monde soit là pour qu'on ne dise pas c'est l'affaire de Paul, c'est l'affaire de Pierre. C'est tout. C'est tout. Si nous restons dans la logique du chef de l'État, le fichier sera audité. Vous étiez à la séance avec le ministre de la Justice. J'étais à la séance. Qu'est-ce qui a été dit au-delà de ce qu'on nous a dit? Non, le ministre de la Justice est dans de bonnes dispositions. Mais il nous a dit de lui dire comment on pense que ça peut se dérouler. Et on lui a dit que nous pensons qu'il faut que tous les partis politiques, qui est député à l'Assemblée ou non, que tous les partis politiques soient impliqués. Et on s'est donné un délai pour revenir lui faire le point. Et c'est après ça que la coordination de la plateforme de l'opposition a commencé les démarches. Bon, de toute façon, nous, on ira jusqu'où on peut aller. Bon, maintenant, si ça, ceux qui ont la force, ceux qui ont le pouvoir, s'ils ne veulent pas, bon, l'opinion prendra acte et on l'appelle à témoin. C'est tout. Alors, l'autre affaire que vous avez semblé vouloir déjà évoquer tout à l'heure, c'est l'affaire Olivier Boko et Oswald Omeki. Ça a secoué la République. Comment l'avez-vous vécu, apprécié? Madame, est-ce que ça a vraiment secoué la République? Je ne crois pas. Ça a été évoqué et puis c'est en train de passer... Les gens sont en train de passer à autre chose. Mais comme toute affaire. Je dois vous dire, pour l'histoire, que les coups d'État, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand j'étais opposant virulent au président Boni Yahi, j'ai rendu visite à un de mes camarades de lycée devenu maire, Union fait la nation, très chaud, qui m'a dit, mais est-ce qu'on ne va pas trouver une formule pour balayer le président Yahi Boni? Moi, ça m'avait intéressé. Et vous avez convaincu? Oui, ça m'avait intéressé. Alors, à l'Union fait la nation, il y avait 3 grandes figures auxquelles j'étais très attaché. Serhuito, Idi Kolaole et Bruno Amouzou. Je suis allé voir Serhuito, il a dit, ah, voilà une idée, on en fait quoi? Serhuito a dit non. Parce que Yahi Boni fait les bêtises, là, il ne faut pas penser à ça. Hein. Yahi Boni est éphémère, il faut laisser. On va continuer à lui donner des coups de pied. Il va finir bientôt, il va s'en aller. Coup d'État, c'est pas bon. Serhuito me l'a dit. Je n'ai pas pu parler avec le président Idi. Je suis allé voir Amoussou parce que moi, cette formule-là... Oui. Amoussou m'a dit, ah, on ne fait jamais ça. Je témoigne pour l'histoire. Il dit, on ne fait pas ça. Que si on fait chuter la République, bon, on mettra peut-être 30 ans, 40 ans à se relever. Et il m'a donné l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui, de 1999, a au moins 30 ans devant lui. Et c'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne s'est pas stabilisée. Et il m'a dit, non, que Yahi Boni lui reste combien de temps? Il ne faut pas. Que si on fait ça,
on perdra plus de temps que ce qu'on a pensé gagner. Et depuis ce temps, parce que c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup, qui a beaucoup d'expérience. Depuis ce temps, moi, je me suis dit, les affaires de coup d'État, c'est mauvais. C'est mauvais, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas y penser. Il ne faut pas y penser. Mais maintenant, généralement, quand on dit coup d'État, il y a des indices pour convaincre les gens. Moi, je ne vois pas encore ces indices-là. Vous n'êtes pas convaincu par la qualification Je ne suis pas convaincu. Je ne dis pas que c'est faux, mais je ne suis pas convaincu. Il reste à me convaincre. Je ne suis pas convaincu. De quoi avez-vous besoin pour être convaincu? Non, la procédure, parce que Boko, c'est mon ami. C'est connu dans les deux camps, hein, à l'opposition comme à moi. Boko, c'est mon ami. On a dit qu'il vous a donné beaucoup d'argent aussi. Non. C'est vrai? Je crois que les gens racontent. Je n'ai pas de conflit avec. Vous n'avez pas bégayé, mais vous avez baissé la tête. C'est signe de mensonge? Non, Bon, heureusement que c'est apparu et on a démenti, on dit que j'ai refusé. Je ne veux pas faire de commentaires là-dessus, parce que l'argent, en fait, ne sert à rien. Mais la proposition a existé, c'est ça? Je ne veux pas faire ces commentaires-là. Tout ce que je peux dire, je n'ai pas pris de l'argent chez Boko. C'est vrai que Boko, il aime activer ses réseaux au moyen d'argent. Mais moi, il y a un avocat sénégalais qui a dit que si l'argent ne vous permet pas de vivre décemment, c'est du papier qu'il faut jeter. Bon, moi, je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. J'ai de quoi manger mon petit repas, mettre l'essence dans ma voiture. Je crois que c'est ça qui me permet d'être... Mais on a parlé de plusieurs dizaines de millions. Donc bien sûr. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Mais si moi, je voulais l'argent, je serais dans la mouvance. C'est plus facile. Je serais ministre. Yahi m'a proposé d'être ministre. Bon, ce n'est pas que Boko m'a dit de venir dans cette mouvance. Il était à cheval derrière moi, viens dedans. Alors j'ai été un peu surpris qu'il veuille renverser encore ça. Bon, enfin, comme il paraît que c'est à l'instruction, mais il reste des choses pour me convaincre que c'est vrai. Le coup d'État, ce n'est pas bon, mais un vrai coup d'État, ce n'est pas bon. Moi, le coup d'État, ce n'est pas bon, mais un vrai coup d'État, ce n'est pas bon. C'est vous qui le dites. Oui, c'est pas bon. Maintenant, si les loups se mangent entre eux, s'il y a guerre de succession pas entre eux, moi, je veux pas m'en mêler. Mais je suis allé à Misrete pour aller saluer Boko. Ah oui? Ah, je suis allé. Vous avez pu le voir? J'ai pas pu malheureusement. Non, ces choses-là ne me gênent pas. Hein. Ne me gênent pas. Je suis tellement libre dans ma tête. Les policiers, ils étaient confus parce qu'il y en a qui me connaissaient comme ancien officier des douanes, comme député, comme vice-président de l'Assemblée. Ils étaient un peu gênés. J'ai dit non, ne vous embarrassez pas. Hein. Si c'est faisable, je lui dis bonjour. Si ce n'est pas faisable, je retourne. Ce n'est pas grave. Vous aviez eu besoin de le voir en tant qu'ami, c'est ça? Oui. Nous avons vécu des choses ensemble. Et puis, moi, je le dis comme ça, hein, Boko, je le trouve reconnaissant. Je le trouve reconnaissant parce que au lendemain de la brouille entre le candidat ou, je ne sais pas, le citoyen Patrice Talon Yahi Boni, Boko est resté sur le terrain pour brouiller les cartes de Yahi. Et puis, Yahi a décidé de l'arrêter. C'est avec un autre député qu'on a réussi à l'exfiltrer. Il est parti. Il ne l'a jamais oublié. Alors moi, c'est des choses auxquelles je ne peux pas rester insensible. Il ne l'a jamais oublié. Il me supplie. Fofo, viens dans mon camp. Viens dans mon camp. Viens dans mon camp. J'ai dit non. Donc, vous n'étiez pas allé voir Olivier Boko comme qui était le supposé démarcheur du Parti Les Démocrates Non. L'histoire même du démarcheur du Parti Les Démocrates, moi, je prends ça. Il a parmi les dirigeants, les responsables des démocrates, des gens avec qui il a fait l'amphithéâtre. Il a des gens avec qui il a fait l'amphithéâtre, avec des gens avec qui il a partagé des dortoirs. Ces choses-là, on ne les balaye pas d'un revers de main. Bon, s'il a gardé de bons rapports avec ceux-là,
et qu'on dise d'office qu'il leur a donné des millions. Bon, moi, je m'en méfie. Je m'en méfie. Je pense pas à ça. L'arrestation de Olivier Boko et de M. Oswaldo Meki a quand même généré la sortie de l'ex-président Ousmane Batoko et même aussi de Théodore Wolo, mais surtout concernant la sortie de Ousmane Batoko, il y a eu beaucoup de choses à redire après sa sortie. Et comment est-ce que vous avez apprécié tout ça? Non, moi je trouve que... D'abord, quelle lecture avez-vous fait de la sortie de Ousmane Batoko? Est-ce que c'était à propos? Est-ce que c'était sage de sortir à cette heure-là? Je trouve que c'était très sage. Très sage parce que Ousmane Batoko a une 50aine d'années de vie politique. Il a vu les mûrs et les non-mûrs. Et lorsque ça prend cette pente, il avait le devoir. Il avait le devoir de dire... Parce que c'est des voix fortes qui peuvent nous orienter. Même si aujourd'hui on pense que personne ne peut orienter, que tout doit être tel que moi seul je pense, Ousmane Batoko est une voix que moi j'ai été heureux d'entendre. Même si la délinquance s'est déchaînée contre lui, moi, je trouve que ce qu'il a fait... Vous traitez qui de délinquant? Non, je dis ça, comme ça. Okay. La délinquance s'est déclenchée contre lui. Et j'ai même vu quelqu'un qui était président d'un parti, un parti bidon, qui est venu me solliciter pour que je sois son colistier. Et est devenu UP parce que, bon, il traîne des casseroles. Et lui aussi, il s'est mis à s'attaquer. Faites des accusations gratuites. Je ne fais rien de gratuit. Je ne fais rien de gratuit. Vous avez quelle preuve qu'il avait des casseroles? Ah, mais comment? Il m'a fait venir devant feu Zinsou René, qui était ami commun à nous, pour dire qu'il veut que je sois son colistier. J'ai dit, papa, quand il n'est pas dit, il a dit, papa, mais je vais me vendre à ce prix-là. Non, quand même. Non, je n'ai pas dit de non pour éviter que ça s'allonge. Mais si quelqu'un se sent morveux, qu'il vienne me voir. Qu'il vienne me voir. Je dis rien au hasard. Rien au hasard. Et il y a des documents. Je dis rien au hasard. Donc, je vois tous ceux-là s'en prendre au président Batoko parce qu'ils veulent se donner de l'étoffe au sein de la mouvance. C'est ridicule. Batoko, je crois qu'il a joué son rôle face à l'histoire. Et je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Alors, ça parle énormément du retrait des troupes françaises. Et je me rappelle qu'il y a peu, vous avez fait une sortie sur les bases militaires, sur la présence ou non de bases militaires au Bénin. Et plusieurs personnes vous sont tombées dessus. Oui, merci madame. Ce débat, je ne voulais plus en parler. Je ne voulais plus en parler, mais, comme vous l'évoquez, je vais dire deux mots. C'est vrai que partout où les Français sont venus, les Français, les Belges, les Européens sont venus, ils ont laissé beaucoup de dégâts. J'ai visité le palais des gouverneurs de Bingerville quand j'étais en Côte d'Ivoire. Quand ils sont venus, militaires, gouverneurs, ils ont fait beaucoup d'enfants avec nos sœurs. Et en partant, peut-être la honte de ramener des métis, ils les ont entassés à Bingerville. Des gens y sont restés jusqu'à ce jour, 90 ans, plus, moins, avec une demi-histoire, parce que ne connaissant pas leur géniteur, et n'ayant pas eu une situation, on les a parqués là, on a créé des écoles à côté, ils sont là. Il y en a eu ici, au Bénin. Moi, il y en a eu dans ma famille. Alors, à Lokossa, il y a eu un drame à l'hôtel... j'oublie, je vais me rappeler. Les militaires belges ont fait du... C'est pour ça que j'ai voulu tirer sur la sonnette d'alarme. C'est pas bon d'avoir ces gens-là chez soi. C'est pas bon. Et puis,
quand les militaires sont dans un pays, installés dans un pays, avec toutes les franchises possibles, on ne fouille pas leur véhicule, ils n'ont pas besoin de passeport, juste une carte d'identité, il y a plein de choses. C'est une partie de notre indépendance qui s'en va. C'est une partie de notre indépendance qui s'en va. Mais quand j'ai parlé de ça et que le porte-parole du gouvernement a appelé à mon assassinat. Comment vous pouvez dire ça? Mais il a dit sur les antennes. Il a dit que en d'autres pays que j'aurais disparu. C'est pour attirer l'attention des gens sur le fait qu'il faut me faire disparaître. Il a appelé à mon assassinat. Bon, j'ai fait mon émission, c'est 2 semaines après qu'il a fait sa malheureuse, sa malencontreuse sortie, je dis ça, parce que c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Il a résisté au président Yahi avec beaucoup d'élégance. Donc, bon, aujourd'hui que la vie lui sourit de tous les côtés. Bon, bref, il a appelé à mon assassinat. C'est pas ça le plus dur, parce que j'ai vu après que l'ambassadeur de France n'était pas content de mes propos. Bon, je n'ai pas parlé pour l'ambassadeur de France, j'ai parlé pour mon pays. Quelqu'un m'a dit, qui m'a convaincu, qu'il ne fallait pas que j'en parle. Il dit, de ma position de 2e vice-président de l'Assemblée, il ne fallait pas que je parle de ça. Donc, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils ne sont pas là? Je n'en parle plus. Okay. Je n'en parle plus. Mais aujourd'hui, vous vous réjouissez de ce qui se passe au Sénégal et au Tchad? Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Non, j'ai un programme de voyage pour le Niger. J'ai un parent qui m'invite là. Si j'y vais, je vais tenter d'aller serrer la main au général Tiani. Parce que je suis content de l'AES. Très content de l'AES. Elle leur a dit, avancez, j'irai. Pas comme 2e vice-président de l'Assemblée, mais comme un acteur politique béninois. Encore que les relations avec le Niger sont de plus en plus adoucies, donc du coup. Bon, c'est un pas devant, 2 pas derrière. Je souhaite. L'ambassadeur dit que c'est plusieurs pas en avant. Bon, je le souhaite parce que j'ai travaillé à la douane de Malanville. La fermeture de cette frontière, c'est un suicide. C'est un suicide. Nos produits vers le Niger, le Nigeria, tout passe par Malanville. Et les pauvres paysans, j'ai pitié. Je souhaite que ça fasse chose là. Évidemment, la France avait voulu profiter de la CEDEAO pour sauver le soldat Bazoum. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Il était trop vassalisé par Macron. On ne pouvait pas continuer. Pour un pays qui se dit un peu indépendant, on ne pouvait pas continuer. Bon. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur tout ce qui arrive? Aujourd'hui, l'avenir, par exemple, de la CEDEAO, l'Union africaine, le FMI, la Banque mondiale, et même les orientations avec le CFA aussi. Oui, je crois que l'Union africaine, c'est à repenser. J'ai fait un tour à l'école doctorale de l'université d'Abomey-Calavi. Oui. Où je suis allé faire mon master de recherche. Et je l'évoque parce que j'ai soutenu sur l'Union africaine. Ah, d'accord. L'Union africaine, c'est foutu. Il faut que ça soit complètement repensé. Les pères fondateurs, je crois que c'est en mai 63, ils doivent être en train de se retourner dans leur tombe. Vous savez que c'est l'Union européenne qui fait fonctionner l'Union africaine à 75% au moins. On ne peut pas être indépendant dans ces conditions. Et puis la Chine est allée construire un grand bâtiment rouge à Addis Abeba. Non, on a peut-être besoin d'un bâtiment rez-de-chaussée tout court, ou bien R+1, mais venant de nos propres forces, pour nous permettre de parler. On a besoin de gagner peut-être 500 000 francs par mois. C'est ce que nous pouvons faire. Au lieu de mettre des salaires de 10 millions, 15 millions, qu'on va chercher, ça ne donnera plus rien. La CEDEAO, c'est devenu un instrument aux mains de la France. C'est devenu un instrument aux mains de la France. Et je souhaite que d'autres pays rejoignent l'AES. C'est mon souhait. Comme le Bénin? Ah, bien sûr, pourquoi pas. Et à partir de ça, on peut refonder la CEDEAO. Est-ce que vous en discutez à l'Assemblée? Non, ça, c'est des débats délicats. Quelqu'un a parlé
du CFA à l'Assemblée, il a été renvoyé. Bon, évidemment, il n'est pas député. Moi, je peux en parler. Mais il n'est pas député. Mais sa position stratégique lui a permis, et il avait une vaste connaissance sur le CFA. Quand il a fini de faire ça, on l'a foutu à la porte. Donc, il y a des débats qu'on ne peut faire que lorsque votre majorité, la majorité vous le permet. Sinon, vous ne pouvez pas. Le président qui est là ne peut pas évoquer ces questions-là. C'est un ami, hein, mais je le mets au défi, il ne peut pas. Le CFA, ce n'est pas notre monnaie. Ce n'est pas notre monnaie. Quand les Allemands ont envahi la France et que De Gaulle a fui, c'est le marque qu'on utilisait à Paris. Mais quand De Gaulle a eu l'occasion de revenir, la première chose, c'est d'interdire le marque parce que ce n'est pas une monnaie française. Donc, le CFA qui s'imprime en France, et dans des conditions, on ne sait pas combien ça nous coûte, mais il faut qu'on mène le débat parce que j'ai dit au cours d'une de nos commissions qu'on vient tous les ans à l'Assemblée. Tel ministère va défendre un budget de 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards. Ce n'est pas ça l'économie du pays. Notre économie, il faut avoir nos rapports avec le CFA, nos rapports avec la Banque mondiale, nos rapports avec le FMI et l'OMC. Bon, on dit à l'OMC, les frontières sont ouvertes, ça passe, ça circule. Mais qu'est-ce que nous produisons? On se fait envahir par les productions étrangères. C'est ça l'OMC. On est envahi par les produits étrangers. Et nous, qu'est-ce qu'on a à proposer aux autres? Même l'AGOA, on n'en profite même pas. Le FMI, la Banque mondiale, c'est des institutions qui ont été créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Après l'échec de la Société des Nations, qui a débuté avec la crise de Wall Street de 1929, les gens ont repensé leur économie. Le Fonds monétaire international régule la circulation de l'argent. La Banque mondiale régule l'industrialisation et le développement. Et puis la Banque mondiale, on l'appelle comme ça pour faire plaisir aux pays africains. Son nom, c'est la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Mais nous, on n'a rien à reconstruire ici. On est né après tout ça. Et je vois dans la presse, le fonds est venu à féliciter le gouvernement. Oh, c'est du leurre. C'est du leurre. C'est pas ça. Tant qu'on ne va pas s'attaquer à ces problèmes-là, ben, on sera là à piétiner. Plusieurs générations vont piétiner. Mais gare à qui va s'y attaquer. Hein. Olympio l'a essayé et ça vient passer par là. Sankara a voulu entrer dans ça, il n'a pas pu. C'est ça qui a emporté Kadhafi. Donc, c'est des choses qu'on doit prendre, pas le Bénin seul. On doit prendre ça. Et puis, le Nigeria devrait être un moteur. Mais voilà que son président commence à m'inquiéter. Comment? Oh, aller se jeter dans les bras de son petit-fils, là, comme il fait. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant. 24 ans, les autres ont refusé d'aller. Depuis 2000, un président nigérien est allé en France. Lui, il vient tout de suite là et il commence à se promener en France. La France n'est pas notre meilleur partenaire. La France n'est pas notre meilleur partenaire. Qui devrait être notre meilleur partenaire? Nous-mêmes. La Russie, c'est ça? Nous-mêmes. Non, la Russie aussi. Peut-être que c'est mieux, comme ils n'ont pas eu d'empire coloniaux. Légèrement. Mais c'est nous-mêmes. On peut. Ce que le président Sankara a commencé à faire. Il n'était pas parti avec une masse d'argent. Mais la volonté, on peut. On peut au lieu de donner les fonds aujourd'hui. Mais sous Yahi, les projets pour construire les routes, les dossiers passaient à l'Assemblée. On rejetait. Il m'a dit un jour, le G13 m'a fait perdre plus de 600 milliards d'investissements. Mais c'est l'Assemblée nationale qui a aujourd'hui laissé... mais vous comprenez tout. L'Assemblée aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui cherche les sous. On ne sait pas à combien il fait le prêt. Il dépense. On dit qu'on va rendre compte à l'Assemblée. C'est pour la célérité. Est-ce que l'Assemblée demande qu'on lui rende compte? On ne va pas... L'Assemblée va demander comment. C'est les tests qu'on envoie, on parachute et puis on adopte. Mais célérité, on ne faut pas se presser pour mourir. Vous connaissez l'histoire de la mort du bûcheron. Le bûcheron, fatigué, tout lui dit, vraiment, il vaut mieux mourir. Quand la mort s'est présentée, il dit, je suis pressé pour tout, mais pas pour la mort. Il ne faut pas être pressé. Parce que c'est beau, hein, les alphaltages.
C'est beau les marchés. Encore que ces marchés, on a beaucoup plus de vendeuses de piments, d'oignons. Ce n'est pas les marchés de la Tour Eiffel, ce n'est pas les marchés de Place de la République qu'il nous faut à Trococogui. Hein. Bon, on les a. Personne n'en connaît le coût. Bon, vive le président, il travaille. Non, c'est des choses qui gênent. C'est des choses qui gênent. Et il faut le dire. Il faut le dire parce que, bon, moi, comme je l'ai dit quelque part, moi, j'ai l'âge de mourir. Hein. Si la mort vient aujourd'hui, si elle ne me permet même pas de ranger mes affaires, je pars. Mais il faut qu'on laisse le pays, il faut qu'on trace, que ça soit un peu plus ordonné que ça. Et que nos dirigeants se disent qu'ils n'ont pas la science infuse. Et qu'on n'a aucune honte à reculer quand tout le monde vous dit ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça. On n'a aucune honte à reculer. Est-ce que, comme programme de législature, si éventuellement l'opposition prenait le pouvoir à partir de 2026, l'Assemblée travaillera à faire revenir la barrière d'autoriser le gouvernement à... Absolument. Parce que quand on voit parfois, on fait des prêts avec les banques commerciales pour faire des investissements, c'est pas bon. La banque commerciale, ça revient trop cher. C'est pas bon. On a des prêts, sous Yahi Boni, on avait des prêts jusqu'à 0,5%, 0,75%, 1%. Quand c'est à 2% déjà, on est critique dessus. Aujourd'hui, on voit des prêts de 5%, 6%. Mais on est en train, en plus de nombreuses taxes qu'on nous impose, avec ces prêts-là, on est en train de balancer vers les fonds vautours. Parce qu'à un moment donné, quand on ne pourra plus, les fonds vautours viendront racheter nos... Qu'est-ce que les fonds vautours? C'est une banque. Okay. Quand vous êtes très endetté et que vous avez des difficultés avec vos créanciers, ils viennent. Ils vous disent, bon, vous devez 50 000 francs. Moi, je rembourse. Mais je vous prends 10 000 par an sur 10 ans, sur 20 ans. C'est ça, les fonds vautours. Ils achètent votre dette et ils vous vendent ça sur la durée comme ils veulent. Mais c'est pas bon. Quand c'est comme ça, la souffrance devient plus dure. La Côte d'Ivoire est en train d'aller vers ça. Quand on dit Ouattara fait, il fait université, il met son nom, il fait pont, il met son nom, il fait tout. Mais la Côte d'Ivoire va être confrontée bientôt au fonds vautour. Les gens... Ceux qui passent sur le pont, ça ne sera plus que ceux qui ont les voitures. Les piétons ne pourront même plus sortir de chez eux. Alors moi, je crois qu'il faut qu'on évite ça. Il faut que l'Assemblée reprenne le contrôle des prêts. Il faut. Évidemment, je suis sûr que quand le président actuel aura fini, il aura oublié tout ça. Hein. Il met en place les choses pour accompagner son mandat, ses mandats. Après... C'est le propre des hommes d'affaires. Hein. Il n'est pas spécial en son genre. Mais finalement, il a quand même fait beaucoup de choses. Mais il est élu pour faire peu de choses. C'est lui qui a levé le doigt. C'est lui qui a levé le doigt. On l'a choisi. Bon, il fait les choses, mais pas avec son argent. Il fait ça avec nos impôts. Donc, moi, je ne... vois pas qu'on soit là, dit, il fait. Non, mais il aime bien qu'on l'encourage, parce qu'il vous l'a dit la dernière fois. Il a dit... Tout le monde veut qu'on l'encourage. Tout le monde. Encourager Monsieur le Président. Oui, bon. Mais moi, je dis, quand les gens disent il faut féliciter, je dis non. Le monsieur a levé le doigt pour faire ce qu'il est en train de faire. C'est vrai que c'est lui qui choisit ce qu'il va faire. Et ce n'est pas toujours... dans l'intérêt du peuple, parce que il y a des choses qui peuvent être critiquées, mais c'est lui qu'on a élu. Moi, j'ai jamais voté pour lui, mais c'est mon président. Et j'endosse. Dire qu'il faut féliciter pour ça.
Alors, je crois qu'on est en train d'égrener les dernières minutes de notre entretien, M. Arrossi. Alors, le 1er décembre 2024, on a commémoré le 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais. Il a même été pris comme décision que l'histoire sera désormais racontée dans les programmes scolaires au Sénégal. Vous avez envie de dire quelque chose? Oui, madame. Vous savez, l'histoire de Tiaroy, du massacre de Tiaroy que les Français ont camouflé jusqu'à récemment, c'est l'histoire de l'Afrique. Parce que Tiaroy était le point d'ancrage pour ramener les anciens combattants après la guerre. Ce n'est pas rien que des Sénégalais. C'était pas rien que des Sénégalais. Non, pas du tout. Pas du tout, rien que des Sénégalais. Et d'ailleurs, je vais faire appel à mes aînés, Metenhoué, Aniniquin, Kodobelame, pour avoir d'autres précisions. Les Français, si on doit revisiter l'histoire, il n'y aurait jamais de réconciliation entre l'Afrique et la France. Parce que c'est des gens qu'on est venu ramasser chez eux. Il y a beaucoup qui sont morts en mer, qu'on a jetés aux requins. Il y a beaucoup qui ont été tués par les Allemands. Ceux qui sont restés, les vivants, qui ont survécu à cause de leurs primes. On est venu les Arabes. On a construit un camp de fortune dans la banlieue de Dakar. On les a parqués là. Et on a voulu les jouer pour partir sans les payer. Ils se sont révoltés. On a tué, on a dit 70, 40, on a tué plus de 300 personnes. Je crois que le jeune président sénégalais fait bien de remonter ça en surface. Et je dis, on ne doit pas seulement enseigner ça au Sénégal, on doit enseigner ça en Afrique. En Afrique. Parce que les gens sont morts en mer, les Allemands en ont tué, les Français en ont tué. Non, c'est pas... Bon, enfin, mon point de vue là-dessus, c'est qu'il faut enseigner l'histoire de Tiaroy à travers toute l'Afrique. C'est des débats qu'il faut soulever à l'Assemblée. Ah non, à l'Assemblée, oui, on écrit, on va nous envoyer certainement un ministre. Mais quand c'est l'opposition qui écrit, on ne l'évoque pas le lendemain. On a beaucoup de questions qui traînent là. Ah oui, ça se comprend. L'Assemblée, c'est le résumé du pays, le résumé politique du pays. Donc, nous-mêmes, on est habitués. Mais, tant qu'on aura l'occasion, comme celle-là, on en parlera. Le 2026, avec le Parti des démocrates, est-ce que vous avez une idée déjà de qui sera le candidat? Je vous ai écouté tout à l'heure sur le FMI, la CEDEAO et tout, et ça m'a fait penser à Kémy Séba qui assume être proche du Parti des démocrates. Est-ce que vous en savez quelque chose? Bon, je n'en sais rien. Je n'en sais vraiment, honnêtement, je n'en sais rien. Et Kémy Séba, je ne l'ai jamais rencontré. C'est vrai que j'admire son courage. Sa témérité. Bon, chacun, on a lancé la réflexion. On va se retrouver certainement. Est-ce que le parti sera en mesure de dégager un duo de candidats qui sera applaudi par tout le monde? C'est à ça qu'on va s'atteler. Parce que c'est souvent là qu'il y a le clash. Oui. Bon, on va s'atteler à ça. Est-ce que M. Boniaï risque d'agir et de faire peser tout son veto pour faire passer son candidat? Non, il ne fera pas. Il a déjà eu l'expérience. Après 10 ans, il n'a pas pu trouver de dauphin proche de sa main. Il est allé en importer. Il sait ce que ça lui a coûté. Donc, je crois qu'il est là dans de bonnes dispositions. Et puis, il nous demande tous de réfléchir. On mettra nos réflexions ensemble. Vous pensez à qui? Je pense encore à personne. Je pense, surtout que moi-même, ça ne m'a jamais intéressé. Ces choses ne m'intéressent pas. Ça vous diminue la qualité de vie. Oui. Ah oui? Vous croyez que tous les amis du président Talon peuvent aller chez lui librement aujourd'hui? Non. Quand il va à Ouida chez lui, le dispositif est tel que tous ceux qu'il a envie de voir ne peuvent pas venir le voir. Moi, j'aime cette vie-là. Quand je vais au village, les oncles,
Les gens avec qui j'ai été à l'école, qui n'ont pas pu réussir, enfin, ils viennent me voir, on partage un repas. Ça a un autre plaisir. Bon, si je suis président de la République, j'aurai beaucoup d'argent. Mais je vais faire quoi avec l'argent? Non. Ces choses-là, moi, ne me tentent pas. Jamais, jamais. Même être président de l'Assemblée, ça ne me tente pas. Parce que vous n'avez pas un bon modèle? Non, c'est pas ça. C'est parce que les contraintes, j'ai vécu 30 années de service sous contrainte. Le reste, il faut que ce soit un peu plus aéré. Est-ce que ce n'est pas un dysfonctionnement qu'on parle de contrainte en tant que président de l'Assemblée? Non. Parce que, en principe, il devra, quand j'entends par contrainte politique et... C'est vrai aussi qu'il aurait pu desserrer, distribuer les rôles. Mais quand je le vois, tout ce qu'il fait là, il me fait pitié. Moi, je ne peux pas. La preuve, c'est que je ne suis pas à l'Assemblée tous les jours. Que la plénière se réunit, je n'arrive pas. J'ai besoin parfois de dormir jusqu'à 10 heures. Alors, vous me voyez chercher, même aujourd'hui, si je soutiens un candidat qui est président de la République, je ne veux pas être ministre. Ce n'est pas à mon âge qu'on va se mettre à courir derrière quelqu'un pour dire bonne arrivée, monsieur le président. Non, tout ça là, je veux vivre une vie un peu plus saine. Bon, être en mesure de rendre service, d'aider ceux qui m'ont porté pendant toute cette traversée du désert. Je veux bien garder une position qui me permette de leur être utile. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami enseignant. Il a le même grade que son directeur, mais il n'est pas directeur. Mais en plus du même grade, il a fait une maîtrise en sociologie. Bon, je crois que ça devait lui rapporter le bonus. Quand il a tenté, on a dit, toi, tu es derrière aussi, non? On l'a écarté. Bon, je veux bien un jour pouvoir aider ceux-là. Je veux bien. Pas prendre quelqu'un qui est en dessous et le mettre au-dessus, mais que le bonus, là, l'aide à prendre. Bon. Nous égrenons également les derniers moments du deuxième mandat de M. Patrice Talon. Je vous ai écouté tout le long de cette émission. Vous avez vos critiques, mais vous semblez beaucoup plus tolérant et compréhensif selon les choix de l'homme. Aujourd'hui, si vous devriez dire ce que vous retenez de sa gouvernance, vous direz quoi? Et si vous aviez un message à lui passer? Non, ce n'est pas une bonne gouvernance. Ah! Non, c'est pas. Une gouvernance qui sort l'homme de son dispositif, je ne peux pas la soutenir. Vous le lui avez dit? Bon, on n'en a pas eu l'occasion vraiment d'en parler. Parce que tout le monde sait que sans Sébastien Diavon, il n'aurait pas été élu. Bon, quand bien même ces turiféraires disent que Sébastien Diavon n'en a été pour rien, il n'aurait pas été élu. Je prends cet exemple. Bon, les autres, ils ont de petits problèmes. Liadi, Tchenotin, Koumché. Je dis, Rekia Mandougou, c'est son droit d'être candidate. On ne lui a pas donné le parrainage. On la laisse dire ce qu'elle veut. Comme le président Kérékou faisait, il dit, si les journaux, là, ce qu'ils disent, ça peut leur permettre de vendre et de vivre, qu'ils disent. Aïvor est incapable de tuer une mouche. Bon, quand ces choses-là se passent, l'homme n'est plus au cœur de la gouvernance. L'homme n'est plus au cœur de la gouvernance. Et je vous ai dit, asphaltage, marché, tout ça, c'est beau, mais quel en est le coût? Et pendant combien de temps on va payer? Tout ça là mis ensemble, je ne peux pas. Mais, si je croise le citoyen Patrice Talon... Donc après? Non, même maintenant, si je le croise en dehors du débat politique... Ok, non, mais il a qualité président de la République. Oui, ce qui nous met ensemble demain matin... N'est pas politique. Oh, okay. S'il permet, je vais lui faire des accolades. Ça ne me gêne pas. C'est un citoyen qui s'est battu pour réussir. Quand bien même les gens trouvent qu'il y a des contorsions dans la réussite, moi, c'est un citoyen.
Et bon, il n'a pas appelé à mon assassinat comme son porte-parole. On va s'embrasser. Mais sur le plan politique, là, je ne suis pas d'accord. Et je garde ma position, je dis, je ne suis pas d'accord. Ça peut me coûter tout ce que ça peut me coûter. Mais je ne suis pas d'accord. Mais l'homme, c'est un homme comme les autres. Et je profite pour dire, les gens font des histoires au préfet du Mono. Parce que je m'entends très bien avec lui. Il est né une histoire, on a dit le préfet de l'Atlantique est de l'Atlantique, le préfet du Borgou est du Borgou, ainsi de suite. Et les gens ont commencé à le déranger. Oh, c'est un monsieur qui fait bien ce qu'il fait. Alors, on dit, il soutient Ahossi, c'est à cause de lui qu'Ahossi est lui. Non, Ahossi est adossé à lui-même, il n'est adossé à personne, à part ses électeurs. Donc, moi, je discute avec les gens de la mouvance sans rancune, sans préjugés. Ils savent pourquoi ils sont là. Je sais pourquoi je suis ici. Je ne peux pas les juger parce qu'ils n'ont pas ma conception des choses. Donc, et puis, on est en pleine recomposition de la classe politique. Ça a commencé. Quand je vois Moussou Bruno, le président Mathurin Nago, ensemble aujourd'hui dans l'UP, je me dis que la politique, c'est quelque chose de bizarre. Parce que le président Moussou a dirigé la rébellion qui devait sauter le président Nago du perchoir du Parlement. Mais aujourd'hui, ils sont ensemble. C'est pour ça que quand vous dites que Yahi Boni et moi, on est ensemble aujourd'hui, bon, les circonstances nous amènent à modifier, à changer les choses. Merci, monsieur colonel Léon Ahossi. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que... Qu'est-ce que je vais dire? J'ai parlé d'un peu de tout. Oui, on a fait le tour. J'ai parlé un peu de tout. Je voudrais que la situation politique se décrispe et que les bonnes intentions qui ont été semées à la conférence nationale et qui ont permis de faire des alternances pacifiques jusqu'à maintenant, que ces intentions-là survivent. Parce que notre pays, un pays qui n'est pas en paix, ne peut pas se développer. Et nous en avons besoin. Nous avons besoin d'être tolérants. Nous avons besoin que le pouvoir se rende compte qu'il n'est pas omniscient et qu'il tienne compte de la vie des autres. C'est l'appel que je lance. Et puis qu'on pense grand, qu'on ne pense pas BRUPLD. C'est de petites choses. C'est de petites choses qu'on pense grand pour le pays. Voilà. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Oui. C'est moi.